Prix des lecteurs, Étrange lecture, 2020-2021. Camarade papa, un roman de Gauze, paru aux éditions Le Nouvel Attila en 2018. Quatrième extrait. Gabon chapitre. Du caractère colonial. La traversée est un souvenir de vertige, nausées, tortures gastriques et embarras hépatiques sous toutes les combinaisons de haies et de haut. Je ne quitte pas la cabine partagée avec quelques mâles, une famille de rats, une tribu de cancrelats, l'odeur fétide des cales mêlée à la fumée de la cheminée. Depuis la sortie du port, mes déplacements se limitent à un va-et-vient entre ma couche et le seau hygiénique, dans lequel je vomis bile et viscères. Là où le mal de mer quitte le quidam moyen après quelques heures de chahut, je continue de cracher mes entrailles après plusieurs jours, en permanence. Certains membres d'équipage ont la pitié de me prodiguer des soins, résumés à un toilettage du visage. Le seau est rarement vidé. À l'écœurante odeur ambiante s'ajoute celle de mes propres miasmes. Secoué par le tangage, assommé par le roulis et viscéré par les vomissements, étourdi par les ballottements, je crois surprendre une conversation dans laquelle on s'agace que je défunte sur le navire. Mon trépas exigerait un arrêt obligatoire dans le comptoir français le plus proche. L'équipage anglais devrait y déclarer mon décès, c'est la règle. Les commandants de Sa Royale Majesté évitent les comptoirs français, leur tracas administratif chronophage. Ils ont donc adopté la coutume de saler les corps des citoyens français morts sous leur pavillon. Les cadavres sont ainsi conservés jusqu'à la prochaine étape anglaise de leur feuille de route, où une simple déclaration suffit pour se débarrasser du trépassé. Je ne veux pas finir comme une morue. Je tiens bon jusqu'à entendre Grand Bassam. Une vingtaine de ballots à destination des maisons de commerce, le sac de jute du courrier postal, ma mallette achetée à la hâte au marché de la Palisse, 2 caisses frappées des lettres MAC, suivies de 4 chiffres, et moi, unique humain à l'escale, si on peut encore ainsi me désigner. Il faut me porter. Sur le pont, je crois lire du soulagement dans les attitudes de l'équipage. Me reste un zeste de dignité et un brin de force pour refuser le tonneau. En principe, on y glisse les impotents, les grands blessés et les agonisants. Je m'accroche au panier qui me descend dans la baleinière. De Charybde à Scylla. La pirogue tangue plus vivement que le cargo. Elle me retourne les tripes qui ont survécu au bateau. Je me recroqueville. Mon regard est désincarné, ma vision parcellaire. Des pieds nus, des dos noirs, une flaque dans la pirogue, une écope, des bouts de rame, l'écume des flots. Chaque balancement me convainc de mes derniers instants. Je prie, ce sera mon ultime paternoster. Comme à la messe, j'entends chanter juste après les derniers mots. Là, dans les remous de Poséidon, les tourbillons de Neptune, la bave du puits du diable, des hommes chantent. Dieu comprend vraiment le latin. Il a entendu ma prière. Émotion, sursaut de courage, je lève la tête. Dans la danse de la proue s'alternent des voûtes et des lignes. Le chant s'intensifie, la terre se rapproche. Oui, la terre, mer dure, mer sûre, ne bouge pas, ne tangue pas, n'essaie pas d'étriper ses enfants. Terre, touchante, je me redresse et plonge dans une de ces vagues qui fait valser mes boyaux depuis 16 jours. Je ne nage pas. Des bras et des pieds, je frappe la mer, je la bats. Vengeance. Mes yeux retrouvent leurs orbites. Il y a du monde à mes côtés. 7 ou 8, je peux à nouveau compter. Les pagayeurs ont plongé aussi.
Point de drame, plutôt une célébration. Une vague nous soulève, le rivage arrive à grande vitesse. Je ne suis pas mort, je ris fort. Mes voisins d'échouage m'entourent et rient avec moi fort. L'un d'eux se rapproche, d'une main il me donne des claques dans le dos, et de l'autre il se frappe la poitrine la plus musculeuse que j'ai jamais vue. Moi, Wayou, je suis Dabi, Dabi, Dabi. Il ameute ses camarades tout en continuant de me martyriser l'échine avec ses frappes. Dabi, Dabi. Je tombe dans les bras de chacun d'eux. Le tyran de ma peau du dos prend la pose d'un lord médiéval vainqueur d'un tournoi. Moi, James Clark Vandernels Fredriksen de Oliveira, Wayou. Dabi, toi, y a bon l'homme. On embrasse le tout grand Bassam d'un seul regard. L'onomastique est ironique. La plage est un banc de sable serré, battu par les vagues, parallèle à la grande rue, simple alignement de factoreries et représentations commerciales. Dans la petite rue, une vingtaine de mètres plus loin, des résidences couvertes de chaumes. Le reste de la voirie est un enchevêtrement de pistes tracées au marteau des talons sur une végétation rabougrie. À peine plus large que la Creuse, une lagune marque la limite nord de la ville. Le point d'accostage des baleinières est désigné comme le port. La première factorerie sur la grande rue est un ouvrage maçonné appartenant à la CFAO, Compagnie française de l'Afrique de l'Ouest. Spécialiste en trafic de tout genre, elle vient de s'implanter. Puis, il y a l'impressionnant bâtiment de fer de la West African Telegraph Company Limited. Les Anglais ont le projet pharaonique de relier tous les comptoirs de l'Ouest africain par le télégramme. Grand Bassam en est un nœud important. Suit la factorerie Swansea & Co, elle-même, à côté des entrepôts des grands spécialistes anglais de l'étoffe, Woodin & Co. Ces 4 bâtisses, entourées d'une seule et même palissade, forment le British Compound. Les quelques petites enseignes marseillaises suivantes, héritières de la vieille compagnie Régis Aîné, n'affichent aucune raison commerciale. À côté d'elles, tout le monde connaît les factoreries de la SCOA, Société commerciale de l'Ouest africain, King & Co, et la CCCA, Compagnie commerciale des Côtes d'Afrique. Les enseignes commerciales anglaises sont des noms propres, tandis que les françaises sont des acronymes. Au bout de la rue, la CFK, Compagnie française de Kong, grande bâtisse avec 2 pavillons de pierre postés comme des bastions de défense à ses côtés. L'ancien Fort Nemours. Arthur Verdier l'a racheté pour une bouchée de pain lorsque Napoléon III a rapatrié sa chair à canon pour qu'elle aille se faire oxyre sur les bords de la Meuse. On l'appelle désormais Fort Verdier. Je prends chambre dans une aile du pavillon nord. Mon voisin, le nommé Bricard, fait office d'agent administratif, chef de la douane, percepteur des impôts, directeur de la poste, et bien d'autres attributs qui attendent que la France les pourvoie en fonctionnaires. Nous devons accélérer l'occupation effective. Nous devons faire barrage au péril anglais. Nous devons sauver nos établissements sur la côte. Nous devons préserver le fruit de nos efforts. L'usage fréquent du verbe « devoir » résonne bien avec sa personnalité et l'image que l'on se fait du secrétaire personnel du résident délégué de France. Bricard assiste le personnage le plus important de la colonie. Mais le « nous », je ne sais pas s'il désigne l'État ou seulement les établissements verdiers. Il m'informe que je serai affecté à un poste dans une zone boisée comprise au nord d'Assigny. Dans ce pays inconnu, je devrais bâtir un poste et le tenir. Que je ne connaisse aucune paperasse bureaucratique, que mes notions de commerce soient sommaires.
que je n'ai jamais été commis à une quelconque ambassade, que les lois de la construction me soient un total mystère, que mon savoir militaire s'arrête à la défense d'un poulailler contre les renards. Aucune de mes incompétences ne fait l'objet d'inquiétude. Tout est inventé, à commencer par nous-mêmes. Quid de l'endroit exact où je vais m'établir? Trèche est le seul à être monté si haut, il te guidera. Quid de la date de ma mission? Trèche décidera. Il tient toujours à laisser un temps d'acclimatation. Toutes les réponses passent par Trèche, résident délégué de France, un saint. Trèche sait, Trèche connaît, Trèche comprend, Trèche peut, Trèche va. On ne parle pas de lui, on l'invoque. Son nom, prononcé avec un chuintement final, en rajoute à la mystique du personnage. Trèche.